Shiki est un adolescent perturbé, au visage ingrat, et à deux doigts de vider un chargeur entier sur sa classe. Sans grande surprise, il s'est fait renvoyer de son lycée à cause de son comportement, surtout parce qu'il menaçait régulièrement de prendre ses camarades pour des cibles d'entraînement. Il essaie de faire croire que ça ne lui fait ni chaud ni froid, se renvoie, mais au fond, avec la tournure que prend sa vie, il sait qu'il finira sûrement à retourner des steaks chez McDo jusqu'à la fin de ses jours. Quelques instants plus tard, son père déboule dans sa chambre furieux et lui colle une gifle derrière la tête. Il vient tout juste de recevoir la lettre l'informant de l'expulsion de Shiki. Il n'en revient pas que son fils ait pu se faire virer de l'école de cette manière. Pris de colère, il tente de le frapper à nouveau, mais Shiki, qui a déjà anticipé son schéma d'attaque, esquive et bondit sur son lit. Son père finit par se calmer un peu, mais il exige tout de même une explication. Il veut savoir pourquoi Shiki a été expulsé. Il veut aussi comprendre comment il a pu se procurer toutes les armes entassées dans sa chambre, parce qu'avoir ce genre de choses n'est ni bon marché, ni légal. Il lui dit qu'il doit cesser de se comporter ainsi s'il ne veut pas ruiner sa vie. Mais ces mots touchent une corde sensible chez Shiki, qui explose de rage et hurle qu'il est bien content qu'il ne soit pas lié par le sang, car il ne voudrait jamais finir comme lui. Cette dernière remarque blesse profondément son père. Shiki le sait, il a été trop loin. Mais avant qu'aucun des deux ne puisse dire un mot de plus, le téléphone sonne dans le magasin d'alcool que possède son père, en bas. Il descend répondre et découvre avec surprise qu'il s'agit d'une grosse commande de bière. Un événement rare, vu le peu de clients habituels. Content d'avoir enfin du travail, il monte dans sa voiture et part faire la livraison. Dès que Shiki le voit partir, il décide de s'entraîner un peu au tir, tout en marmonnant à voix basse à quel point il aurait voulu que les choses tournent autrement. Soudain, un fracas se fait entendre juste à l'extérieur de sa chambre. Un instant plus tard, une corde faite de brume noire surgit et le tire violemment dans la rue. Complètement désorienté par la chute, Shiki tente de reprendre ses esprits. C'est alors qu'un homme nommé Samader émerge lentement de la fumée, et il semble savoir exactement qui est Shiki. Mais sans prévenir, une voiture surgit et percute Samader de plein fouet, l'écrasant contre un mur. Une fois l'homme immobile, le père de Shiki hurle à son fils de monter immédiatement dans la voiture. Shiki n'hésite pas une seconde et saute à l'intérieur. Une fois à l'abri, du moins le pense-t-il, il commence à bombarder son père de questions. La première chose que Shiki veut savoir, c'est pourquoi un type complètement cinglé l'a traîné dehors comme ça. Et surtout, pourquoi son père est resté si calme après l'avoir renversé avec une voiture. Son père lui répond qu'il n'y a aucune chance pour qu'un gars comme Samidar meure simplement écrasé par une voiture. Shiki ne comprend toujours rien à ce qui se passe. Alors, son père décide qu'il est temps de lui dire la vérité. Il lui révèle que Shiki est un descendant des Oni et que Samidar est un descendant de Momotaro. C'est pour ça qu'il est obsédé par l'idée de le traquer. Shiki est tellement sous le choc qu'il reste sans voix. Et encore, ce n'est qu'un aperçu de toute l'histoire. Mais son père n'a pas le temps d'entrer dans les détails, car Samidar les a déjà rattrapés. Une brume noire commence à envelopper la voiture et elle commence à tomber en panne. Le père de Shiki est obligé de s'engager dans une vieille usine abandonnée pour qu'il puisse sortir. Une fois dehors, Shiki se retourne et voit leur voiture complètement entourée de cette étrange brume noire. Mais avant même qu'il ait le temps de demander ce que c'est, la voiture explose dans une gigantesque boule de feu. Au milieu du chaos, le père de Shiki détourne les yeux de son fils pendant une seconde. Et dans cet instant trop bref, Shiki se fait capturer, littéralement enlevé par Samidar. À l'intérieur de l'entrepôt, Samidar utilise sa brume noire pour suspendre Shiki dans les airs, complètement immobilisé. Quand Shiki lui demande pourquoi il fait tout ça, la réponse de Samidar est simple et glaçante. Tous ceux qui portent le sang des Oni ne sont que des nuisibles à exterminer. Alors qu'il s'apprête à porter le coup de grâce, le père de Shiki surgit juste à temps pour l'en empêcher. En entrant, il commence à expliquer que toutes les légendes sur Momotaro et les Oni sont vraies et que cette guerre dure depuis des millénaires. À travers les âges, les descendants de Momotaro ont toujours repris le flambeau pour éradiquer les Oni, ce qui a conduit à la création de l'agence Momotaro. Shiki reste perdu dans toutes ces révélations, mais son père n'attendait pas d'un raté comme lui qu'il comprenne tout dès maintenant. Pour l'instant, il lui ordonne simplement de rester en retrait et de le laisser s'occuper de Samidar. Mais dès que Samidar entend cela,
Il forme 2 lames à partir de la brume noire et fonce à une vitesse fulgurante. Cependant, le père de Shiki dégaine lui aussi une lame faite de brume et la brume noire est une capacité unique, réservée uniquement aux descendants de Momotaro. Et c'est là que le passé du père de Shiki refait surface. Shiki découvre que son père était en réalité un ancien membre de l'agence Momotaro. Autrefois, il combattait aux côtés même de Samidare. Son vrai nom était Tsuyoshi Momotogawa. Cependant, il avait abandonné cette vie depuis longtemps, dans l'unique but d'élever Shiki à l'écart des regards de l'agence. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à le cacher éternellement. Samidare lui demande s'il a oublié à quel point les Oni sont dangereux. Mais Tsuyoshi ne veut plus parler de ça. Tout ce qu'il veut, c'est protéger Shiki. Il livre un rude combat contre Samidare, et pendant un moment, il semble tenir tête. Mais Samidare finit par exploiter une ouverture. En un éclair, il tranche la poitrine de Tsuyoshi qui s'effondre au sol, inconscient. Shiki, horrifié par la scène, hurle à Sami d'arrêter d'attaquer son père. Samidare se tourne alors vers lui, prêt à l'achever. Mais dans un ultime élan, Tsuyoshi attrape la jambe de Samidare, l'empêchant d'avancer. Samidare lui demande pourquoi il va aussi loin pour protéger un gamin Oni. Tsuyoshi lui répond qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Il sait que Shiki n'est pas le meilleur élève, ni la meilleure personne. Il sait qu'il porte en lui du sang Oni. Mais Shiki n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Alors il demande à Samidare « Comment peux-tu avoir le cœur de tuer un enfant innocent ?» Ces mots frappent Samidare au plus profond. Depuis un moment déjà, il doutait de ses propres actes. Mais il ne veut plus entendre ses remords. Il invoque alors sa lame, prêt à porter le coup de grâce à Tsuyoshi. Shiki, impuissant, regarde son père au sol, sur le point de mourir. Et la seule pensée qui lui traverse l'esprit, c'est à quel point il veut tuer Samidare. Du sang commence à couler de tous les orifices de son corps, tandis qu'une haine pure l'envahit, brûlant son esprit. Lorsque Samidare tourne de nouveau son regard vers Shiki, il n'est plus là. La seconde suivante, il entend plusieurs clics métalliques, le son de plusieurs armes qu'on arme juste à côté de sa tête. Pris de panique, il bondit en arrière par réflexe, échappant de peu à l'attaque. Mais il n'a toujours aucune idée d'où vient Shiki. Puis, une goutte de sang tombe sur le sol. Il lève les yeux, et là, il aperçoit Shiki. Samidare n'en revient pas. Shiki a réussi à éveiller ses pouvoirs d'Oni et à contrôler son sang en si peu de temps. Mais ce qui rend les Oni vraiment terrifiants, c'est qu'ils n'ont aucun sens de l'humanité. Ce sont des créatures d'une brutalité inouïe. Samidare lève son épée, se préparant à l'attaque suivante de Shiki. Mais à peine ce dernier commence-t-il à lancer des projectiles de sang que Samidare comprend qu'il est dépassé. Il prend la fuite sans demander son reste. Il parvient finalement à s'éloigner de la zone d'impact, mais cela ne signifie pas que le combat est terminé. Shiki sort de la fumée d'un bond et frappe Samidare d'un coup de pied si violent qu'il l'envoie valser dans un tas de gravats, à moitié inconscient. Shiki se tient alors au-dessus de lui et libère toutes les armes de son arsenal en même temps. L'entrepôt entier est détruit dans le chaos. Mais contre toute attente, Samidare survit à l'attaque. Encore plus surprenant, Shiki redevient humain subitement. Il est confus. Il regarde autour de lui sans comprendre pourquoi son corps est entièrement couvert de sang, une réaction plutôt normale vu la situation. Il se met à charger, répétant sans cesse que tous les Oni doivent être éliminés, sans exception. Shiki ne maîtrise pas encore sa transformation. Il est donc totalement vulnérable. Mais juste au moment où l'épée de Samidare s'apprête à l'atteindre, Tsuyoshi surgit devant lui et encaisse le coup à sa place. Samidare reste figé. Il n'arrive pas à croire que Tsuyoshi ait été jusqu'à sacrifier sa vie pour protéger un Oni. Mais Tsuyoshi, lui, repense à tous les bons moments qu'il a passés avec Shiki. Il sourit doucement, disant qu'il ne regrette rien. Il a vécu une vie qu'il considère comme épanouie, alors mourir ici, ce n'est pas si terrible. Samidare, épuisé et las de ce combat sans fin, commence à se rendre compte que toute cette destruction attire de plus en plus de monde. Paniqué, Shiki lui dit qu'il va appeler une ambulance, mais Tsuyoshi secoue faiblement la tête. Il lui murmure qu'à ce stade, aucun hôpital ne pourra le sauver. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne meure, alors il aimerait parler à Shiki une dernière fois. Tout d'abord, il s'excuse de lui avoir caché la vérité pendant tout ce temps,
mais ce n'est pas vraiment un sujet facile à aborder dans une conversation. Malheureusement, il ne lui reste plus beaucoup de temps, donc il ne peut pas lui apporter beaucoup de soutien. Il demande cependant à Shiki de devenir plus fort à l'avenir, afin qu'il puisse vaincre à la fois le groupe Momotaro et les Oni, et ainsi vivre une vie véritablement libre. Shiki crie sur son père, lui reprochant de parler comme s'il était déjà mort, car il ne compte pas le laisser mourir. Il commence alors à porter Tsuyoshi vers l'hôpital, et en voyant combien Shiki s'inquiète pour lui, un sourire se dessine sur le visage de Tsuyoshi. Mais ses blessures sont bien trop graves, et après quelques pas, Tsuyoshi perd toute sa force et s'effondre au sol. Shiki supplie désespérément son père de se relever, car il n'a pas encore eu l'occasion de s'excuser pour toutes les paroles blessantes qu'il lui a dites ce matin. Mais il est déjà trop tard. Tsuyoshi est mort. Shiki reste un moment assis, pleurant le corps de son père, lorsqu'un inconnu s'approche derrière lui et lui dit qu'il ne peut pas rester là, car il y aura trop de témoins. Surpris, Shiki se prépare à se battre à nouveau. Mais avant même qu'il puisse se retourner, il reçoit un coup au cou et perd connaissance sur le champ. Il faut beaucoup de talent pour s'approcher de quelqu'un en relais sans se faire remarquer. Donc, Shiki n'avait clairement aucune chance contre lui dès le départ. Pendant ce temps, les dirigeants de l'agence Momotaro sont en émoi, car ils viennent d'apprendre l'échec de la tentative de Samidar pour éliminer Shiki. Ils commencent à se demander s'il n'a pas perdu en puissance. Étant donné la situation, ils ne peuvent pas vraiment lui reprocher de s'être retiré, car ils ne peuvent pas permettre au public de découvrir leur existence. Cependant, ils ne veulent pas non plus que l'existence des Oni soit révélée, alors ils prévoient de tuer Shiki dès qu'ils auront l'occasion de mettre la main sur lui. Mais cela risque d'être presque impossible désormais, car après avoir perdu connaissance, il a été emmené sur une île isolée au milieu de nulle part. L'idée est d'inscrire Shiki dans une école remplie de demi-Oni comme lui, afin qu'il puisse apprendre à maîtriser ses pouvoirs comme il faut. Mais avant cela, l'OTAN doit effectuer une évaluation approfondie pour déterminer si Shiki leur sera utile ou non. Et on peut déjà deviner que ce ne sera pas une expérience agréable. Pendant qu'il est inconscient, Shiki rêve des moments heureux où il jouait dans le parc sous le regard bienveillant de son père. Mais le rêve devient soudainement sombre, avec Tsuyoshi mourant de la main de Samadère. Shiki se réveille en sursaut en fixant les yeux injectés de sang de Samadère. Mais en regardant autour de lui, il se rend compte qu'il est bâillonné et attaché à une chaise dans une grande salle vide. Juste derrière lui, le gars en roller qui l'a kidnappé fait des pompes en équilibre sur une main avec son parapluie, et il se remet debout dès qu'il voit que Shiki est réveillé. L'étrange individu se présente sous le nom de Naito, un autre Oni, et manifeste immédiatement ses cornes. Shiki est bien trop confus par tout ce qui se passe pour prêter attention à Naito, qui refuse de lui dire où il se trouve actuellement. Il l'informe que le corps de son père est stocké en toute sécurité dans un autre endroit et qu'il l'a amené ici pour récupération et évaluation. Naito patine alors soudainement jusqu'au tableau blanc dans le coin de la pièce et le rapproche de Shiki, se vantant de la rapidité et de l'efficacité des rollers comparés à la marche. Ensuite, il commence à expliquer à Shiki ce qu'est l'agence Mamatero, en lui disant qu'il a déjà vu un gars capable de contrôler la brume noire et de l'utiliser comme une arme. L'agence Mamatero traque les Oni, et en réponse, les Oni ont créé leur propre agence pour se défendre. Naito explique que son rôle est de trouver les Oni nouvellement éveillés comme Shiki et de les amener dans un lieu sûr où il peut évaluer s'ils sont dignes de rejoindre l'agence des Oni. Après cette brève introduction, il remet le tableau blanc à sa place, puis enlève le bâillon de Shiki afin de pouvoir l'interroger. À peine libéré, Shiki se met à hurler, exigeant qu'on le détache. Il insulte aussi Naito et le menace de mort s'il a fait quoi que ce soit au corps de son père. Naito lui retire immédiatement un point sur un score qui était déjà de 0. Il traite Shiki d'imbécile pour ne pas avoir compris ce que « stocker en toute sécurité » voulait dire, puisqu'il l'avait précisé quelques minutes plus tôt. Shiki se met en colère et affirme qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse confiance à un type louche comme lui. Ce à quoi Naito répond qu'il ne s'attendait à rien d'autre venant de lui. Il décide alors de retirer encore plus de points du score de Shiki à chaque insulte ou exigence de libération,
en lui précisant qu'il ferait mieux de coopérer s'il veut réussir son évaluation. Shiki se fiche complètement de l'évaluation, mais il veut être libre rapidement, alors il essaie de contenir sa colère. Cependant, il n'y parvient même pas correctement, et Naito lui dit d'arrêter de le regarder avec cet air flippant. Shiki explose en entendant cela, et Naito décide de l'évaluer en utilisant une méthode non conventionnelle, puisque les approches normales ne semblent pas fonctionner avec les cinglés. Il retire sa cravate et, avant que Shiki ne comprenne ce qui se passe, Naito l'étrangle de toutes ses forces avec. Shiki panique en perdant son souffle, et Naito explique que la vraie nature d'une créature se révèle lorsqu'elle est proche de la mort. C'est ce qu'il veut observer. Shiki tente de résister de toutes ses forces, mais il ne parvient pas à se libérer, même quand il commence à saigner de tous les orifices de son visage. Il perd bientôt connaissance, et Naito est déçu par lui. Mais le sang que Shiki vient de perdre s'éveille soudainement, mu par sa puissance. Il se transforme en pointes acérées et attaque Naito, qui esquive sans trop de difficulté. Soudain, il découvre une mitrailleuse faite de sang pointée droit sur sa tête. Et derrière elle, Shiki dans son état de berserker. Il ouvre le feu sur Naito puis recule, satisfait. Mais ces attaques n'ont même pas effleuré l'étrange individu qui s'est protégé en enrobant son parapluie de son propre sang. Il retire 100 points du score de Shiki, parce qu'il ne sait même pas se servir correctement de son propre sang, puis décide de lui montrer comment faire, même s'il ne se souviendra de rien une fois l'état de berserk terminé. Shiki se jette soudainement sur lui, mais Naito est prêt à tout. Quelques minutes plus tard, Shiki reprend conscience, allongé au sol, vaincu. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer, puis il regarde ses mains rouges et panique, en réalisant qu'il a de nouveau perdu le contrôle. Naito est calmement assis sur lui et lui dit qu'il est normal qu'il n'ait aucun souvenir. Quand un Oni passe en mode berserker, il perd totalement l'esprit. Autour d'eux, la salle est un véritable champ de ruines à cause de leur affrontement. Et Shiki dit à Naito d'arrêter de lui faire la morale, alors que lui aussi utilise son sang comme une arme. Naito fait immédiatement disparaître son parapluie de sang, disant à Shiki qu'il n'est jamais passé en mode berserk parce qu'il est capable, lui, de contrôler sa puissance. Il déclare ensuite qu'il n'y a plus rien à dire, car Shiki est disqualifié de l'agence Oni. Shiki n'a toujours aucune idée de ce qui se passe, mais s'il y a bien une chose dont il est certain, c'est que Naito est incroyablement fort. Il décide de ravaler sa fierté et supplie Naito de le prendre comme disciple, car il veut devenir plus fort et venger son père. Naito refuse aussitôt, disant à Shiki que quelqu'un comme lui, qui ne réfléchit pas en combat, est toujours le premier à mourir dans une vraie bataille. Il le traite de déchet inutile, incapable de contrôler ni son cerveau ni sa puissance. Et Shiki utilise toute son énergie pour contenir sa rage. Naito déclare alors qu'il est temps de se débarrasser de lui, car un Oni en mode berserk représente un danger pour tout le monde. Il utilise son anneau spécial pour se couper le pouce, laissant couler un filet de sang. Il transforme ce sang en parapluie, et Shiki a soudain une idée pour le faire changer d'avis. Il s'éloigne hors de portée de Naito, puis fonce droit vers lui en traînant son poing contre le sol jusqu'à ce qu'il saigne. Naito transforme rapidement son parapluie en un bouclier hérissé de pointes pour se protéger de toute attaque au corps à corps et calcule les différentes options que Shiki pourrait tenter. Shiki saute au dernier moment, une option que Naito avait déjà envisagée, mais le surprend en utilisant les pointes du bouclier comme appui pour bondir sur le côté et pointer un pistolet sanglant droit sur son visage. Shiki concentre toute son énergie dans l'arme, tirant un coup puissant dont le recul le projette en arrière. Il n'en revient pas d'avoir peut-être réussi à toucher Naito, mais il s'avère qu'il n'y est toujours pas parvenu. Naito bloque simplement la balle de sang avec son doigt et la brise en morceaux, refusant de donner le moindre crédit à Shiki car il est allé à moitié en mode berserk pour lancer cette attaque. Alors que Shiki semble de nouveau perdre la tête, Naito décide d'en finir avec lui en utilisant sa technique spéciale. Il se place dans une cage de protection et invoque des archers faits de son sang, prêts à tirer sur commande. Cependant, en voyant Shiki lutter contre ses instincts de berserker et réussir à reprendre le contrôle de sa puissance, Naito annule sa technique spéciale.
Shiki est fier d'avoir réussi à maîtriser son pouvoir, mais il s'effondre au sol, complètement vidé de son énergie. Naito n'en revient pas. Non seulement Shiki a contrôlé ses pouvoirs, mais il a aussi réprimé son mode berserker, ce que très peu de personnes sont capables de faire. Il lui demande comment il a bien pu faire ça, mais Shiki, avec un sourire en coin, lui dit d'accepter de faire de lui son disciple s'il veut connaître la réponse. Naito lui répond qu'il y réfléchira, et Shiki décide de prendre cela pour un « oui ». Il explique que quand Naito parlait de contrôler son sang, il ne comprenait rien du tout, mais quand il l'a vu se trancher le pouce pour former une arme, une idée lui est venue. Il s'est dit que puisqu'ils étaient tous les deux des Oni, il pouvait simplement copier sa technique. Et étonnamment, ça a marché. Il n'a pas compris les subtilités, mais il a juste laissé son bras saigner en hurlant mentalement à son sang de former une arme. Shiki est toujours surexcité que son coup de poker ait fonctionné et demande à Naito ce qu'il en pense. Naito estime que c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est absolument pas comme ça que les choses fonctionnent. D'après son expérience, les adolescents idiots et émotionnels comme Shiki ont beaucoup de mal à contrôler leur sang, tandis que les gens rationnels et calmes comme lui ont bien plus de chances d'utiliser leur pouvoir correctement. Il pense que Shiki ne suit aucune logique, ne laisse pas non plus son mode berserker le contrôler, et qu'il utilise simplement son instinct brut pour forcer son pouvoir à lui obéir. Il admet que c'est une méthode très brute, mais qui peut aussi donner une puissance explosive. Il commence à se demander ce qu'il devrait faire de ce cas aussi unique, lorsque soudain Shiki lui dit qu'il a besoin de puissance pour venger son père et tuer celui qui l'a assassiné. Il dit à Naito que s'il le prend comme disciple et lui enseigne tout, il pourra lui être utile. Mais Naito refuse catégoriquement de considérer cette possibilité. Il transforme son parapluie en lance, affirmant que des gens comme Shiki sont un danger pour la société, parce qu'il ne savait même pas qu'il pouvait contrôler sa puissance et s'est contenté de tenter sa chance. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter comme larbin, puis fait semblant de le transpercer avec sa lance, mais frappe seulement le sol à côté de sa tête. Il dit à Shiki qu'il ne l'acceptera pas comme subordonné, mais comme élève, ce qui embrouille complètement Shiki, puisqu'il pense que c'est exactement la même chose. Naito lui explique qu'il a à peine réussi l'épreuve, mais qu'il va lui donner une chance de prouver ce qu'il vaut. Shiki ne comprend toujours rien à ce qui se passe, alors Naito décide de reprendre depuis le début. Il lui explique qu'ils sont sur une île appelée le Seuil de l'Enfer, qui s'appelait autrefois Onigashima. C'était le lieu où le Mamatero originel a massacré les démons, mais aujourd'hui, c'est un endroit où les Oni peuvent vivre en sécurité. Au centre de l'île se trouve l'académie Rasetsu, une école militaire qui forme les Oni à combattre l'agence Mamatero. Shiki panique un peu en apprenant qu'il est sur une île, mais Naito lui pince la joue et lui dit que ce n'est pas important. La chose la plus importante, c'est que l'Académie Rasetsu va lui enseigner tout. L'éducation générale, le contrôle du sang d'Oni, les techniques de combat et l'histoire entre les Mamatero et les Oni. Naito est le professeur principal de Shiki et il lui explique encore plus en détail le fonctionnement de l'école. Mais tout cela dépasse déjà de loin la capacité de son petit cerveau. Shiki, de toute façon, s'en fiche complètement. Tout ce qu'il veut savoir, c'est s'il peut devenir assez fort pour venger son père. Naito ne peut rien lui promettre, mais il lui dit que s'il n'arrive pas à devenir assez fort pour affronter l'agence Mamatero, il sera renvoyé de l'école. Bientôt, Shiki enfile son uniforme et se réjouit à l'idée d'aller dans une école pas comme les autres. Mais Naito le prévient. D'autres ont réussi l'épreuve cette année, et il est probablement le moins compétent du groupe. Soudain, Shiki pense à son père et demande à Naito où est son corps. Naito lui répond qu'il est conservé à la morgue parce qu'il voulait que ce soit Shiki qui s'occupe des funérailles selon ses croyances. Shiki devient un peu morose en pensant à la mort de son père, mais Naito lui dit qu'agir comme un idiot déprimé est une perte de temps et qu'il doit se concentrer uniquement sur le fait de devenir plus fort pour pouvoir se venger. Shiki dit que finalement, il semble être un type sympa, ce qui embarrasse Naito. Ce dernier s'enfuit aussitôt en accélérant le pas, en criant à Shiki que s'il n'arrive pas en classe avant lui, il sera expulsé. Shiki réussit quand même à le rattraper, et alors qu'il se demande comment faire son entrée pour récolter un maximum d'aura, Naito le projette tout simplement à coups de pied à travers la porte. Shiki a l'impression qu'il vient d'accumuler une dette d'aura à cause de son entrée pas du tout classe.
et il demande au garçon masqué nommé Jin s'il a des mouchoirs pour son saignement de nez. Il s'avère que Jin est encore plus dark que leur professeur, et il dit à Shiki d'arrêter de lui parler. Shiki se fâche et commence à se moquer de lui parce qu'il n'a même pas encore ses cornes. Jin fait apparaître ses cornes sans effort, en expliquant que seuls les abrutis de débutants qui ne savent pas contrôler leurs cornes les exhibent tout le temps. Cette remarque vexe un autre élève nommé Ikari, qui justement ne parvient pas à maîtriser ses cornes. L'ambiance devient tendue dans la salle de classe, Shiki s'approchant de Jin de façon plutôt agressive. Mais avant que ça ne dégénère, Naito apparaît soudainement derrière eux, et Shiki se retrouve assis à côté de Jin sans même savoir comment c'est arrivé. Jin est tout aussi choqué, mais Naito ne perd pas de temps avec les réactions de S et les élèves. Il annonce que pour leur tout premier cours, ils vont jouer à un jeu de chat. Il emmène tous les élèves dans la forêt et leur dit qu'ils ont 1 heure pour revenir à l'école, tout en évitant de se faire attraper par lui. Naito déclare ensuite que quiconque ne revient pas à l'école dans le délai imparti sera expulsé, et il se moque bien de l'objection de Shiki. Il ajoute que les élèves sont libres d'utiliser leurs pouvoirs et qu'il n'utilisera les siens que si quelqu'un entre en mode berserker. Jin dit avec assurance qu'il risque de se faire tuer s'il n'utilise pas ses pouvoirs, ce qui ne dérange pas du tout Naito. Au contraire, il affirme que si quelqu'un parvient à le tuer, il sera diplômé sur le champ et pourra rejoindre l'escouade de son choix pour combattre l'agence Mamatero. Il précise ensuite que l'école est là pour les préparer aux défis du monde réel et qu'il les mettra à l'épreuve à chaque étape. Il demande si tout le monde est prêt et Shiki répond qu'il va donner tout ce qu'il a et réussir tout. Naito révèle alors qu'il existe une autre règle et sort 2 sphères encore plus petites que la mienne. Il informe les élèves qu'ils doivent être en possession d'une de ces sphères à leur arrivée à l'académie pour réussir l'épreuve. Sans prévenir, il les jette dans la zone interdite. Les élèves, voyant qu'il n'y a que 2 sphères, pensent qu'ils devront se battre pour les obtenir. Mais Naito clarifie rapidement la situation. Ils seront répartis en équipes. La première équipe est composée de Shiki, Jin et de la timide fille aux cheveux roses, Omar. La deuxième regroupe Ikari, un délinquant notoire, et Juji, un intello maladroit. Quant à la troisième, elle comprend le nerveux Rokuro et Kuina, qui semble être la plus confiante de tous. Naito informe les 3 équipes qu'il pénétrera dans la zone interdite 15 minutes après eux pour leur laisser un peu d'avance. Mais Shiki l'interrompt aussitôt. Il refuse de faire équipe avec le type masqué. Naito, sans perdre son calme, le menace d'expulsion s'il est incapable de travailler en groupe. Shiki est donc contraint de ravaler ses paroles. Après cela, Omar s'approche poliment de Shiki pour se présenter. Celui-ci, n'ayant jamais eu la moindre interaction avec une fille de sa vie, sent immédiatement son cœur s'emballer. En la voyant approcher, il prend une grande inspiration et lui déclare avec assurance qu'il la protégera. Rougissante, Omar lui répond qu'il n'a pas besoin d'en faire autant. Tout ce qu'elle souhaite, c'est ne pas lui être un fardeau. Elle se dirige ensuite vers Jin pour se présenter. Mais ce dernier, un fan sombre et taciturne de Tate, ne daigne même pas lui répondre. Blessé, Omar, dont l'estime de soi est fragile, se met à pleurer et s'excuse d'avoir osé lui adresser la parole. Furieux, Shiki crie sur Jin pour avoir blessé la jeune fille, puis s'empresse de réconforter Omar, lui disant qu'elle ne devrait pas gâcher son joli visage avec des larmes. Il retourne ensuite provoquer Jin, mais ce dernier le traite de « larbine bêta ». Naito intervient à nouveau pour mettre fin à la dispute et leur rappelle qu'ils doivent se dépêcher d'entrer dans la zone interdite. Ils n'ont pas toute la journée. Aussitôt, Jin et Shiki s'élancent vers la forêt interdite. Omar, un moment hésitante, finit par leur emboîter le pas. Une fois à l'intérieur, Jin se met à bondir d'arbre en arbre tel un ninja sorti tout droit de Naruto, pensant qu'en éliminant Naito, il obtiendra son diplôme et la liberté de rejoindre l'escouade de son choix. Jin veut profiter de cette mission pour se retrouver en première ligne et affronter à nouveau son pire ennemi. Mais soudain, Shiki tente de l'attaquer par surprise, le tirant brusquement de ses pensées. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» s'exclame Jin. Shiki lui répond d'un ton déterminé. « Je vais te prouver que je suis plus fort que toi. » Jin, prêt à se battre lui aussi, enlève alors son masque, révélant de terribles cicatrices autour de sa bouche.
Shiki est un peu dégoûté par ceux qu'il voit, mais il lâche. Seuls les faibles exhibent leurs vieilles blessures. Mais Jin ne mord pas à l'hameçon. En silence, il retire ses gants, dévoilant des marques de suture sur toute sa main. Il en déchire une, laissant couler son sang, qui se transforme aussitôt en scie circulaire. Shiki, stupéfait, pense même que l'auteur de Chainsaw Man pourrait les poursuivre pour plagiat. Jin, froidement, lui lance « Si t'as peur, casse-toi !» Mais Shiki répond, serrant les dents. « Si je fuis maintenant, je ne pourrai jamais venger la mort de mon père. » Jin reste figé un instant. Puis, son regard devient plus sombre. Il lui dit calmement « Toi et moi, on ne se comprendra jamais. » Shiki rétorque « Je ne veux pas te comprendre. » Il mord son pouce pour libérer son sang, espérant invoquer une arme. Mais cette fois, rien ne se passe. Pris de panique, il ne sait plus quoi faire. Finalement, il se saisit d'un simple bâton, seul outil à sa portée. Mais rapidement, il se rend compte qu'il ne fait pas le poids. Jin, armé de ses scies de sang, peut même abattre des arbres d'un seul coup. Pendant ce temps, Omar cherche désespérément les deux garçons. Soudain, un fracas retentissant la fait sursauter. Des arbres viennent de s'effondrer non loin. Son complexe d'infériorité ressurgit aussitôt. Elle se sent inutile, hors de sa place dans un monde aussi brutal. Mais elle repense au moment où Shiki l'a appelée mignonne. Cette pensée lui redonne un peu de courage. Elle décide de partir à sa recherche sans se rendre compte qu'elle passe à quelques pas seulement de l'une des sphères. De son côté, Shiki tente désespérément de tenir tête à Jin, les poings nus. Mais Jin ne se donne même pas la peine d'utiliser ses scies. Même sans elle, il le domine largement. Shiki se demande comment Jin peut contrôler ses pouvoirs aussi facilement. Puis, une idée le frappe. Jin n'utilise pas du tout le même type de pouvoir que lui ou Naito. Il se perd un instant dans ses pensées, essayant de comprendre la nature véritable de leurs capacités. Ce moment d'inattention lui coûte cher. Jin en profite pour lui asséner un coup de poing dévastateur, qui le met immédiatement au sol. Shiki, frustré et humilié, serre les poings. Jin, quant à lui, tourne les talons, prêt à laisser le perdant pleurnicher dans son coin. Mais alors qu'il commence à s'éloigner, Shiki se relève lentement, le regard brûlant de détermination. « Ce combat n'est pas terminé », dit-il d'une voix ferme. Agacé, Jin projette immédiatement une scie circulaire vers lui. Et c'est pile à ce moment-là qu'Omar arrive sur les lieux. Grâce à son instinct de survie catastrophique, elle ne remarque même pas qu'elle est en plein dans la trajectoire de l'attaque. Shiki, paniqué, parvient de justesse à l'écarter du danger, bien qu'il soit légèrement blessé en la protégeant. Il se redresse rapidement, toujours au-dessus d'Omar, et crie à Jin « Excuse-toi, tu aurais pu la tuer !» Mais Jin rétorque froidement « Si elle était morte à cause d'une attaque aussi faible, ça aurait été de sa faute. » Furieux, Shiki est sur le point de répliquer quand il entend Omar murmurer, presque comme une prière « Désolé, je suis désolé, je suis vraiment désolé. » Il tente de la rassurer. « Ce n'est pas ta faute, tu n'as rien fait de mal. » Mais Omar semble en transe. Soudain, elle commence à saigner abondamment du nez. Son sang coule lentement au sol et prend peu à peu la forme d'un gigantesque corps humain. Shiki et Jin reculent instinctivement, horrifiés. « C'est quoi ce bordel? Cet astérisque attaque en titane astérisque maintenant ?» s'exclame Jin. Omar, le souffle court, leur crie « Fuyez, mon titan féminin! Elle va vous tuer !» À peine a-t-elle terminé sa phrase que le titan frappe violemment le sol. Shiki échappe de peu à l'impact, mais le souffle est tel qu'il est projeté en arrière. Jin, fidèle à lui-même, fonce droit vers la créature pour l'attaquer. Mais CSI, si puissante contre des arbres, ne laisse que des égratignures sur la peau épaisse du géant. Shiki hurle à Omar. « Tu ne peux pas l'arrêter !» Mais elle s'excuse encore une fois, impuissante. « Je ne peux rien faire. » Épuisé par la perte de sang, Omar s'effondre.
Shiki la rattrape et décide de l'éloigner du titan. Mais à sa grande surprise, la créature se place devant eux pour les protéger. Même Jin est déconcerté. « Attends, est-ce que son sang a une volonté propre ?» Soudain, le titan se met à cracher violemment du sang dans toutes les directions. Jin parvient à se mettre à l'abri derrière un rocher, mais Shiki prend l'attaque de plein fouet. Omar, en larmes, supplie. « Arrête! Grande sœur, s'il te plaît !» Shiki, au sol mais toujours conscient, relève la tête, confus. « Ta grande sœur? De quoi tu parles ?»« Fuis, s'il te plaît !» supplie Omar une fois de plus. Mais Shiki secoue la tête. « Si je pars maintenant, tu vas mourir d'hémorragie, et je refuse de voir quelqu'un d'autre mourir devant moi. » C'est alors que le titan pousse un rugissement si puissant que son onde de choc atteint même les élèves restés à l'extérieur de la forêt. Du haut d'un arbre, Naito observe la scène avec intérêt. Il décide d'attendre encore un peu, laissant Shiki et Jin tenter de gérer l'éveil incontrôlé du pouvoir de Omar, avant d'intervenir lui-même. Sur les lieux du combat, Shiki tente de se blesser pour faire couler son sang et l'utiliser comme arme, mais rien ne se produit. La titan femelle l'attaque et il esquive de justesse. Mais aussitôt, elle ramasse des rochers du sol et les lui lance violemment. Un des projectiles le touche de plein fouet, l'envoyant valser au loin. Pourtant, ce n'est pas la douleur qui le fait le plus souffrir, mais l'humiliation. Il n'avait encore jamais perdu un seul combat. Et maintenant, il n'était rien d'autre qu'un gamin pitoyable, impuissant. Des larmes de frustration commencent à couler sur ses joues. C'est à ce moment-là que Jin surgit pour le rejoindre dans le combat. « Si tu comptes pleurnicher comme une fillette, rentre chez toi !» lance-t-il froidement. Shiki, furieux, réplique « Je ne pleure pas, je transpire, des yeux !» Mais Jin n'a pas de temps à perdre. Il ouvre de nouveau ses blessures et cette fois, il fait apparaître 2 types de scies différentes sur chaque bras. Les blessures qu'il a subies plus tôt le font encore souffrir, mais il est déterminé à remporter chaque combat, peu importe le prix. Depuis son perchoir, Naito observe la scène avec intérêt. Il est impressionné que Jin puisse créer 2 types d'armes simultanément. Il se met alors à expliquer. Le sang d'Oni peut prendre n'importe quelle forme qu'on imagine. Mais ces formes sont souvent influencées par les traumatismes, les préférences et les souvenirs personnels. Pendant ce temps, Jin fonce droit sur la titane femelle. Il utilise sa scie circulaire pour grimper sur elle, puis tente de limiter Levi Ackerman en visant sa nuque. Mais la titan anticipe son attaque et sacrifie un bras pour se protéger. Tandis qu'il continue le combat, Shiki hurle à sa propre main de faire astérisque quelque chose astérisque. Il ne comprend pas pourquoi lui n'arrive à rien, alors que Jin maîtrise parfaitement ses pouvoirs. Mais soudain, une pensée lui traverse l'esprit. Jin ne crée que des armes de coupe. Même Omar, aussi maladroite soit-elle, a un lien personnel avec sa titan. Il réalise alors que, s'il peut créer des armes à feu, c'est parce qu'il les aime astérisque encore plus qu'un Américain moyen astérisque. Et à ce moment précis, tout devient clair. Il vient de comprendre comment contrôler ses pouvoirs. De l'autre côté, Jin est en difficulté. La titan femelle pousse un rugissement si puissant que ses tympans éclatent. Son équilibre vacille. Il pense qu'il va mourir. Même Naito se prépare à intervenir. Mais c'est alors que Shiki se redresse et crie « C'est mon tour maintenant !» Il pointe un puissant lance-grenade en direction de la titan. Naito, stupéfait, murmure. Shiki, excité, veut absolument tester sa nouvelle arme. La titan fonce vers lui, mais il esquive habilement, puis tire. La grenade frappe sa cible de plein fouet et l'explosion fait voler le corps de la titan en morceaux.